Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Aujourd'hui, on ramène un sujet un peu étrange. C'est quoi ça? Miroir, miroir. Histoire d'une image déformée. Sois la bienvenue à Itamar Bonjour et bienvenue à tous. et la bienvenue aussi à nos amis qui nous accompagnent pour l'enregistrement. Et puis voilà, j'en profite pour faire de la publicité. Si vous voulez participer à l'enregistrement de ces vidéos, vous pouvez le faire. Prenez contact avec nous à travers la chaîne ou à travers notre site internet. Avec grand plaisir, on vous envoie les codes pour vous connecter, pour que vous puissiez aussi participer, poser vos questions et faire vos commentaires directement en ligne. Et ils resteront dans la vidéo si vous le souhaitez, bien évidemment. RGPD oblige. La semaine dernière, on a vu un sujet. Oui, on a vu le sujet des bourreaux de l'âme, donc Ouais. la thérapie. la thérapie du pardon. Voilà, et nous avons appris quoi? On avait appris qu'il était important de pardonner, que c'était pas un devoir, mais que c'était une nécessité, Oui. et que c'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, mais on le fait pour soi-même. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est que le pardon, vu de cette optique, est beaucoup plus abordable, je pense. Parce que bon, il y a des situations faciles. Hein. Bon, l'histoire du poulet, voilà, c'était relativement plus simple, relativement, hein, je veux dire. Moi, si on mange, je vous le dis. Oui, mais bon. Mais il y avait aussi l'histoire, en fait, la deuxième histoire qu'on a racontée sur l'assassin du fils. C'est une belle histoire. C'est le fils de l'assassin du fils. Voilà, c'est une belle histoire, mais bon, tout le monde n'atteint pas ce niveau. Et bon, moi, je ne peux pas être confronté à cette situation, mais en tout cas, dans d'autres situations, pouvoir atteindre ce niveau de pardon, parce que c'est vraiment important. Et puis bon, c'est bon pour les autres, c'est bon pour soi-même. Et quelque part, on peut dire, oui, je me garde le droit de ne pas pardonner. Oui, c'est votre droit, en effet. Mais c'est votre nécessité de pardonner. Voilà, pour l'histoire de la semaine dernière. Puis on avait parlé d'un syndrome particulier. Et Damar, en fait, elle avait fait un commentaire. Oui, j'avais parlé vite fait du syndrome de Médée. Oui. Donc, je crois que beaucoup le connaissent. C'est quand l'un des parents ou les deux parents euh, utilisent leurs enfants pour faire du mal à leur conjoint. Oui. Donc, ils peuvent soit mettre des idées dans la tête des enfants pour remonter l'enfant contre l'autre parent Tout à fait. et ainsi faire du mal à l'autre parent, soit faire directement du mal à l'enfant pour faire du mal à l'autre parent. Oui. Ça peut être pour vengeance ou par vengeance, oui. C'est ça. Oui, effectivement. Et donc là, la base, c'est la rancune. Donc, c'est ce qui motive tout ce problème-là. Ou de la jalousie aussi. aussi. La jalousie, oui, bien évidemment. Mais en fait, on voit que toutes ces émotions-là, ils finissent par détruire les gens. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, c'est miroir, miroir, hein, histoire d'une image déformée. Quand on nous dit la phrase miroir, miroir, ça nous rappelle quoi? À Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige, exactement. Il y avait quoi comme personnage en Blanche-Neige? Il y avait Blanche-Neige, il y avait la belle-mère, donc qui était une sorcière, la belle-mère, et le roi. Le roi. Oui, les 7 nains. Oui. Le prince et le miroir. Et le miroir. Et ce miroir, il renvoie des messages. Oui. Ah oui, oui. Et en fait, ça, bon, bien évidemment, ça c'est un conte des frères Grimm et qui n'est pas du tout quelque chose de spirituel ou biblique. Mais pourquoi on le cite ici? Parce que c'est quand même une image, ça reflète bien l'image de ce conflit, de la recherche de la beauté dans des conflits psychiatriques. Ou dans des problèmes psychiatriques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'analyse, bon, il y a des blogs hein, qui expliquent très bien ce sujet-là. Et bon, je vais pas faire doublon hein, dans ces vidéos. Donc, dans l'anorexie mentale, parce que quand on parle d'une image déformée, on va commencer, on va dire la partie la plus connue, c'est l'anorexie mentale. Et donc, on va parler d'anorexie. C'est quoi l'anorexie? L'anorexie mentale qui vient du grec ancien, anorexie, c'est la perte de l'appétit. Alors, il y a une précision à apporter avant de continuer le sujet. Oui. Alors, l'anorexie, c'est quoi? L'anorexie, c'est quand on arrête de manger. Exact. À ne pas confondre avec la dénutrition. Oui, ok, c'est une première précision. Alors, quelle est la différence? La dénutrition, ça peut être soit une personne qui n'a pas
assez de nourriture à sa disposition, donc qui n'a pas de quoi se nourrir. Dans les pays où il y a la famine. Oui, Ouais. exactement. Oui. Ou ça peut être une personne qui est atteinte d'une maladie, que ce soit métabolique ou par exemple d'un cancer, ou qui doit prendre des médicaments qui font que il y a une perte d'appétit. Oui. Exactement. Ça peut être neurologique. Par exemple, je donne un exemple, les personnes âgées, souvent, elles perdent l'appétit. Et il y a aussi... Et c'est pourtant, elles ne sont pas anorexiques. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais par exemple, les personnes asthmatiques ou les personnes qui ont une déficience pulmonaire. Oui. Bah, la réduction de l'oxygène dans le sang, ça va avoir un effet sur l'appétit. Ça va couper l'appétit. Donc ça, c'est clair. Et ça, c'est de l'anorexie. Et c'est biologique. C'est Et biologique. c'est pas un état permanent. C'est que dès que la problématique est réglée, par exemple, une personne qui est en manque d'oxygène, ça arrive souvent, par exemple, quand la personne est à l'hôpital, on lui met sous oxygène et il va mieux. Et dès qu'il va mieux, puisqu'il n'avait pas mangé ou il avait mangé très peu pendant un certain temps, il va avoir envie de manger puisqu'il a à nouveau de l'oxygène. Donc ça, c'est l'organisme qui réagit de cette manière-là. Mais dans le cas d'un cancer, etc., donc les problèmes sont réglés et l'appétit revient. Mais alors, à différencier de l'anorexie mentale. Oui. Parce que l'anorexie mentale, ça répond pas à un phénomène d'ordre biologique. C'est mental. Bah, comme dit le nom. C'est mental, donc le nom l'indique. Mais il faut faire la différence parce qu'on mélange tous les sujets, en fait. On voit quelqu'un qui est maigre, on lui dit, ah, t'es anorexique. Ah non. Non, il est maigre, mais il n'est pas anorexique. L'anorexie, c'est assez complexe à expliquer. On va le découvrir dans ce sujet. Tu peux être en sous-poids, mais ça ne veut pas dire que tu es anorexique. Oui, bien sûr. Parce que pour être anorexique, il faut avoir franchi un certain seuil. Et ça peut être de l'hypermétabolisme. Il y a des gens qui sont maigres, mais qui mangent énormément. Oui. Mais qui assimilent très mal les nutriments. Parce qu'ils ont un métabolisme beaucoup trop rapide. À prendre des enzymes digestives pour ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs. En fait, c'est pas une seule chose. L'anorexie mentale est un trouble des conduites alimentaires, TCA. Elle se manifeste par un refus catégorique de maintenir un poids corporel normal et par des mesures extrêmes et intentionnelles visant à perdre du poids ou à ne pas en prendre en une période de croissance. Souvent, ces restrictions s'accompagnent d'activités physiques ou intellectuelles intenses. Ce trouble est souvent associé à la boulimie. Qu'est-ce que la boulimie? Et la boulimie, c'est une histoire. Hein. Parce qu'il faut préciser aussi que dans le schéma classique de l'anorexie, on trouve d'une manière, je veux dire, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, c'est systématique, il y a toujours une période de boulimie. Bah oui. On passe par la boulimie pour ensuite tomber dans l'anorexie. Oui, donc la boulimie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand une personne qui mange normalement et qui a des remords, et du coup, elle va se faire vomir. Ou alors, elle mange énormément et après, elle a des remords et elle se fait vomir. C'est ça. En tout cas, c'est l'acte de se faire vomir, désolé. C'est l'acte de se faire vomir après avoir mangé. Ça peut être de manger en excès, puisque en fait, après un certain temps, il va avoir extrêmement faim. Il va manger beaucoup et il va recommencer, c'est un cercle vicieux. Et sauf qu'au niveau biologique, ils sont découverts qu'il y a un anticorps qui va s'attaquer à la leptine. À la leptine. Et la leptine, c'est ce qui régule en fait l'appétit. Oui. C'est ce qui régule la satiété. Voilà. Et donc, du coup, on va avoir un dérèglement à ce niveau-là, ce qui fait qu'après la boulimie, c'est tout à fait normal de basculer dans l'anorexie, parce que la sensation de faim va progressivement disparaître. Oui. Et après, c'est juste la course à perdre de poids. L'anorexie mentale est souvent associée à d'autres troubles psychiatriques, troubles obsessionnels et compulsifs, phobie sociale, troubles anxieux généralisés, personnalité borderline, troubles addictifs et épisodes dépressifs caractérisés. Ok, jusque-là. Il faut savoir que l'anorexie, c'est un processus complexe. C'est pas, en fait, une personne ne devient pas anorexique comme ça du jour au lendemain sans raison aucune. C'est pour ça que c'est souvent inconnu parce qu'il y a tellement de facteurs, on peut pas tout savoir. C'est qu'il y a des composants de la vie passée de la personne, ça peut être un événement traumatique, ça peut être une suite d'événements traumatiques ou, par exemple, l'harcèlement scolaire, hein, ça en fait partie des facteurs qui peuvent ramener quelqu'un à l'anorexie. Ça peut être aussi lié par exemple, un abus sexuel ou des problèmes familiaux. Oui. Ça peut être plein de choses. Et
quand ces éléments-là ils se mettent ensemble, ce mécanisme se déclenche. Et c'est un mécanisme autodestructeur et c'est pas évident de diagnostiquer. Le diagnostic n'est pas facile. En général, l'anorexie est diagnostiquée quand il y a des facteurs, signes. en fait, des signes visibles Mhm. très évidents. Parce que la personne arrête de manger, commence à maigrir sérieusement. C'est là que les parents ils vont en général réagir. En général, c'est quand il y a des risques biologiques Voilà, c'est graves. ça, le risque biologique. Alors qu'il convient de diagnostiquer un diagnostic précoce est important. Et on va voir qu'il y a un autre élément, on va le voir au cours de cette lecture, il y a un autre élément qui donne beaucoup de force à l'anorexie, qui n'est pas la même chose, mais qui est un composant de l'anorexie, le processus de l'anorexie, et qui est le plus important, en fait, c'est le trouble de l'image, hein, donc la dysmorphie. Les sujets qui souffrent de ces troubles sont surtout des adolescentes, même s'il y a de plus en plus de garçons et d'adultes. Oui, ça c'est, pendant un certain temps, c'était réservé, c'est une maladie des gens adolescentes, des Ou des filles, jeunes femmes. des jeunes femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence à faire le diagnostic. C'était très mal diagnostiqué pendant pas mal de temps. Je pense pas que ça n'existait pas avant. Ça existait, mais on le diagnostiquait pas de cette manière. Peut-être que c'était moins On acceptable. disait, on voyait les symptômes. Non, parce que souvent les psychiatres ils disent, ouais, je vois les symptômes, etc. Mais bon, dans mes livres, dans mes manuels de psychiatrie, c'est indiqué que c'est une maladie des femmes. Parce que c'est comme ça que c'était considéré pendant un certain temps. Sauf qu'aujourd'hui, on découvre que ce processus s'est produit aussi chez l'homme. Et ça a pris beaucoup plus de force parce que nous avons d'autres facteurs d'ordre social. La société a évolué, les moyens de communication, les réseaux sociaux et autres ont contribué à que les hommes aujourd'hui sont aussi sujets à ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, pour qu'un homme il apprécie en fait son corps, il faut qu'il corresponde à un standard qui est selon la société. Et, par exemple, le standard idéal de l'homme en Italie, c'est un homme extrêmement musclé, type bodybuilder. Alors qu'en France, par exemple, c'est un homme légèrement musclé, plutôt maigre, ventre bien plat, Moi, je dirais plutôt mince. mince, oui, mais musclé quand même. C'est que mince, mais avec une certaine musculature, un certain équilibre. Et il y a d'autres pays où, par exemple, le standard de beauté de l'homme est complètement différent. Par exemple, au Japon, les sumo, ils sont considérés comme des hommes extrêmement beaux au Japon. Ce que pour nous, on dit, mais comment c'est possible? Parce que c'est un problème social. Okay. Donc la société a beaucoup contribué à ces phénomènes-là. Les causes sont souvent inconnues et multiples. Les mécanismes sont probablement complexes. On retrouve souvent une perturbation psychologique de l'image du corps, une dysmorphophobie, avant tout l'anorexie mentale et le désir de contrôle de soi et de ses émotions souvent trop fortes. La mode et les phénomènes d'imitation entre adolescents sont souvent incriminés, mais il reste difficile à isoler de l'histoire du sujet qui souffre de son environnement familial et d'événements de vie déclenchantes. De la même façon, la quête spirituelle et le désir d'absolu au moment notamment de l'adolescence peut être questionné, comme décrit dans le livre de Jacqueline Kellen. Quel est ce livre? La fin de l'âme. La fin de l'âme. Donc là, on a la référence pour ceux qui nous écoutent. Je vous conseille de lire ce livre, il est extrêmement intéressant. Et voilà ce qui est complexe. Parce qu'il dit que la mode, les phénomènes de mode, ils sont souvent incriminés, mais on ne peut pas les isoler. Et c'est une vérité. L'anorexie, c'est pas histoire de les filles qui sont influencées par l'image d'un modèle mannequin trop maigre et qui essaie d'imiter. Il n'y a pas que ça. En fait, en général, c'est un composant dans l'équation, mais il y a d'autres éléments. Par exemple, il peut y avoir une souffrance, un manque d'acceptation, un manque d'amour. Ça s'appelle une carence affective. Il peut y avoir beaucoup de choses qui tournent autour de la psychologie du patient. Et ces phénomènes sociaux, ils viennent se rajouter à l'équation. Mais c'est vrai que ça a un certain point, surtout dans l'adolescence. Et puis la mode, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était un facteur très important dans le schéma de l'anorexie. Mais ça a changé, puisqu'il y a eu des nouvelles réglementations concernant les mannequins, Oui. et notamment en Europe. Après, maintenant, je l'ignore si c'est le même cas aux États-Unis Oui. ou en Amérique latine. J'imagine que oui. Mais en tout cas, en Europe, il y a une réglementation qui a interdit aux mannequins atteints d'anorexie d'exercer. Et c'est la loi. Parce que sinon, ce serait la discrimination. C'est la loi.
mannequin trop maigre ne peut pas exercer en tant que mannequin. Et c'est important parce que c'était des phénomènes d'imitation qui amenaient beaucoup d'adolescents vers l'anorexie. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été remplacé par les réseaux sociaux. Et donc, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle les filtres qui peuvent, même pour les vidéos, hein, en temps réel, changer l'apparence de la personne. C'est que la caméra, elle capte l'image réelle, mais les algorithmes, ils vont corriger, par exemple, le nez, qui est trop grand, trop petit, la couleur de la peau, la taille des oreilles, la taille de la bouche, la taille des yeux, etc. On peut tout modifier, comme si c'était une chirurgie plastique, là, en direct. Et à force d'observer ces images distorsionnées de soi-même, ça crée un problème dans l'image, la conception de l'image physique de nous-mêmes. En fait, c'est ça la base de la dysmorphophobie. Et on va l'expliquer la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire. Aujourd'hui, on a parlé de l'anorexie, on a aussi fait mention de la dysmorphophobie comme un élément intégrant du mécanisme de l'anorexie. Et on va parler plus en détail de la dysmorphophobie. Donc, on a une image, on le voit bien. Donc, ça, c'est ça. Alors, c'est une dysmorphophobie de quel type? Délirante. Ah oui, parce que Là, ça c'est n'existe délirant pas. parce que ça ne correspond pas à l'image réelle. La dysmorphophobie, ça peut être soit un défaut réel, hein. Par exemple, c'est pas des boutons, ça peut être la taille des oreilles, la taille du nez, ou la forme de certaines parties du corps, ou tout le corps. Ça peut être réel, ça peut être une personne qui a souffert, par exemple, d'un accident, qui a des cicatrices. Donc ça peut provoquer une dysmorphophobie. La dysmorphobie ou trouble dysmorphique corporel, TDC, est un trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie de son corps, voire son corps au complet, est remplie de défauts. La personne utilise donc des moyens extrêmes afin de cacher et d'améliorer ses défauts. Mhm. Alors là, on a un cas qui est, je pense, qui est connu de tout le monde. Michael Jackson, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Mais quand on étudie sa biographie, il est simple, il est facile de déduire qu'il était atteint de dysmorphophobie. Et la preuve, c'est qu'il a fini par défigurer son visage et son corps jusqu'à la mort, dans la quête d'une perfection physique. Donc on voit, et si on étudie le cas de Michael Jackson, on va trouver que dans son enfance, il a eu beaucoup de problématiques, hein, beaucoup de difficultés. Il a été confronté à de la maltraitance depuis tout jeune. Et donc ça a évidemment poussé le terrain, favorisé, pour favoriser une dysmorphophobie. Donc voilà, il y a des acteurs connus, il y a beaucoup de personnes qui vont gaspiller tout leur argent pour tous ces moyens pour changer d'image. Dysmorphophobie. Le trouble dysmorphique corporel est déclaré comme un trouble somatoforme et le DSM-5 classe le TDC dans le spectre obsessionnel compulsif et le distingue de l'anorexie mentale. C'est intéressant parce que c'est pas la même chose que l'anorexie mentale. En fait, le trouble dysmorphique corporel est un composant de l'anorexie mentale, mais ce n'est pas de l'anorexie mentale. Il faut faire la différence. Oui. On peut être atteint d'un trouble dysmorphique corporel et ne pas être anorexique. Comme on peut être atteint d'anorexie sans avoir le trouble dysmorphique corporel. Ce qu'on constate au niveau statistique, c'est que la plupart des patients atteints d'anorexie ont aussi un trouble dysmorphique corporel. Ça, par contre, oui, on le constate. Mais ce n'est pas systématique non plus. Il y a des exceptions. Craignant d'être stigmatisées par la vanité, ces personnes cachent généralement leurs préoccupations par rapport à ce trouble. Généralement insoupçonné, même par les psychiatres, le TDC a souvent été sous-diagnostiqué. Alors, ce problème de sous-diagnostic est lié au fait que beaucoup cachent, en fait, ce véritable mobile. On dit, par exemple, j'ai un problème, c'est pas, j'ai un problème de santé pour justifier une intervention chirurgicale, par exemple, et changer une partie de leur corps. Donc ça, c'est un classique. Et aussi, ils vont cacher en fait ces choses-là parce que ils se disent ouais, bah, si je dis que je suis pas content avec mon nez,
mais ils vont dire que je suis vaniteux. Et en fait, c'est le jugement des autres, c'est le regard des autres qui va bloquer en fait la détection de ces problèmes-là. C'est-à-dire que souvent, les psychiatres sont des êtres humains comme n'importe qui. Et souvent, les psychiatres, ils n'ont pas une attitude neutre face aux patients. C'est qu'ils laissent comprendre que le psychiatre les juge. Et ça crée un blocage. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas idéale, parce que le thérapeute, que ce soit psychiatre, psychologue ou n'importe quoi, un conseiller, il doit garder une posture neutre, sans jugement. Oui, il peut donner des conseils, mais sans jugement. Et quand le patient se sent jugé, ça bloque tout le processus thérapeutique. Donc ça, c'est pour ça que souvent ces troubles sont sous-diagnostiqués et il convient d'en parler. Je pense que la famille, l'entourage se rend compte de ces situations. Il peut en parler ouvertement. Et le dialogue dans la famille, c'est important. Le dialogue entre les parents et les enfants est extrêmement important, c'est vital, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents, garçons et filles, qui sont atteints de ce type de troubles. Donc il faut les aider. Il faut les aider à se construire, à se donner de la valeur, pas seulement sur l'apparence physique, mais sur l'ensemble de l'être intérieur et l'extérieur. Ce terme a été créé par le psychiatre italien Enrico Morselli en 1891. Sulla dismorfofobia et sulla tafefobia, due forme non pedanti descritte di pazzia con idee fisse. Et merci Thomas pour lire ce long titre en italien. Bon, pour ceux qui lisent l'italien, c'est aussi un sujet intéressant d'étude. Et puis, qui était Morselli? C'était un correspondant, enfin, c'était le correspondant de Sigmund Freud. C'est intéressant. Et qui travaillait sur le même sujet. Et c'est intéressant de voir comment ceux qui ont découvert en fait ces phénomènes, ils travaillaient aussi dans le domaine de la psychanalyse. Donc nous avons une autre image, c'est une image classique. En fait, c'est cette jeune femme qui se regarde devant le miroir et elle se voit comment? Pas comme elle est en tout cas. Pas comme elle est. On va expliquer ça la semaine prochaine. Pour le psychanalyste, la dysmorphophobie traduit une absence de symptômes. Il convient donc d'écouter le sujet lorsqu'il tente de construire un symptôme qui peut ensuite être analysé. Donc il n'y a pas de symptômes à première vue pour la dysmorphophobie. Quand... C'est pas le cas de l'anorexie, hein. Parce que l'anorexie, c'est on voit la maigreur. Justement, quand il tente de construire un symptôme, c'est quand il essaie de le verbaliser en fait. C'est que souvent en psychiatrie, comment ça se passe? Tout ce qui est la psychanalyse, globalement. Souvent, les patients, ils viennent nous parler d'un sujet qui n'a a priori pas de lien avec le sujet principal, le vrai sujet, mais qui par psychanalyse, on arrive à comprendre de quoi il s'agit. Et on peut aider le patient à trouver lui-même, en fait, à pouvoir verbaliser ou exprimer la vraie nature de sa souffrance. Et ça, c'est toutes les techniques de la psychanalyse. C'est extrêmement intéressant. Mais donc, il y a une absence de symptômes. Pour les psychiatres rédacteurs des DSM successifs, c'est un trouble psychologique caractérisé par une préoccupation ou une obsession excessive concernant un défaut dans l'apparence, fût-ce une imperfection légère, réelle, voire délirante. Pour les psychanalystes, ces manifestations constituent une forme d'invasion par le réel traumatique, une forme de jouissance. Bon, ces histoires de jouissance, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais c'est un peu comment si des traumatismes internes qui sont dans le subconscient essayer de remonter et trouver un écho dans le monde réel. En tout cas, le plus proche du conscient et s'exprimer par ces mécanismes, s'exprimer vers l'extérieur. Voilà, trouver une sortie. Ouais. Et c'est ça la jouissance. Okay, voilà. La jouissance, si on prend le terme d'un point de vue étymologique, on pourrait mal l'interpréter. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un problème réel, hein. Ça peut être un vrai défaut. Il y a des personnes qui ont la peau qui est différente, pour marbrée par exemple. Aujourd'hui, c'est socialement accepté. Mais en tout cas, la peau marbrée, donc ça on l'appelle aussi le vitiligo. Le vitiligo, oui. Donc ce sont des troubles de maladies de la peau ou tout simplement des caractéristiques d'un point de vue. Des grosses taches de naissance. Des grosses taches de naissance, ça peut être génétique, tout simplement. C'est la personne, elle est comme ça. Mais en fait, tout le jeu, c'est s'accepter ou pas. C'est d'apprivoiser son corps, de savoir l'apprécier. Et en fait, c'est l'image qu'on a de soi-même qui est au centre de la préoccupation. Et en fait, au fur et à mesure qu'on donne l'importance à cette image, ça va prendre de la force. On va expliquer tout ça plus en détail la semaine prochaine, mais avant ça, on va lire la suite.
Pour K. Phillips, qui s'est spécialisé dans Pour K. Phillips, qui s'est spécialisé dans l'étude et le traitement de cette maladie, c'est une maladie à part entière, fréquente, de l'ordre de 1%, oui, de l'ordre de 1% de la population, méconnue et très douloureuse dans les cas sévères. Elle a présenté ses études et ses traitements dans un ouvrage, Broken Mirror, en langue anglaise. Le psychiatre français, le professeur J. Tignol, valide et divulgue ses travaux dans un ouvrage intitulé Les défauts physiques imaginaires et dans une publication en 2012 avec ses collègues. Voilà, il y a plusieurs ouvrages intéressants sur ce sujet. Donc voilà, si vous êtes curieux et que vous voulez approfondir sur ce sujet, bah, je vous invite à lire ces ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Et notamment le Broken Mirror, c'est un livre, en fait, aujourd'hui, c'est constitué presque le livre de référence dans la matière. Donc, en tout cas, à mon avis. Euh, donc voilà, nous avons fait l'introduction de ce sujet. Évidemment, on n'a pas abordé tous les aspects spirituels et profonds de ces différentes problématiques. Donc, on va les aborder, je pense, la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on a fait la partie introduction et je vous remercie pour la patience, mais je vous invite à la semaine prochaine nous suivre pour la suite de ce sujet. Mais avant ça, j'aimerais prendre le temps de traiter les questions et les réponses, mais aussi les commentaires. Nous avons une première question. Et cette Oui, question, c'est Eden qui la pose. je voulais ajouter quelque chose quand tu as parlé des filtres. J'avais vu un reportage dans lequel on voyait que vraiment les filles, elles se maquillaient plus avec un miroir, mais avec un filtre. Oui. Elles utilisaient le filtre et elles suivaient les couleurs qu'il y avait, tout ça, tout ça. Et il y avait aussi le chirurgien qui, des fois, il devait leur mettre un petit stop parce que, bon, il devait faire des concessions pour pas perdre le Ah, client. et vont voir le chirurgien pour qu'il les transforme Telles à qu'elles l'image du sont filtre. dans le Oui, filtre, ouais. oui. Et du coup, bah, ils étaient obligés de faire des concessions. Et des fois, ils leur expliquent que non, là, c'est trop, voilà. Et ensuite, le reporter lui avait demandé, mais c'est toi sur cette photo? C'est toi ou c'est une autre personne? Et bah, l'autre fille lui disait, bah, c'est moi, mais en même temps, c'est pas moi. Du coup, ça l'avait un peu déstabilisée. Elle était un peu paumée. Elle disait, bah, c'est moi, mais en version améliorée. Du Ouais. coup, bah, voilà, c'est un peu choquant que ça en arrive à là, mais c'est le cas. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire autour des commentaires d'Eden. La première chose, c'est qu'en effet, les psychiatres, voilà. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'en effet, les chirurgiens esthétiques, et dans certains cas, ils sont obligés d'orienter le patient vers un psychologue ou un thérapeute pour évaluer des troubles graves, par exemple une dysmorphophobie. Parce qu'une dysmorphophobie, même s'il y a de la chirurgie, ça va pas régler le problème, ça va juste l'aggraver. Parce qu'il y aura toujours, suite à une opération, il y aura toujours des défauts, des éléments qui vont pas aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à ces filtres, et pas seulement les filtres, mais aussi les réseaux sociaux et la mode, les effets de mode, pas seulement sur les vêtements. Par exemple, je parle du phénomène K-pop, qui est la pop coréenne, qui est en fait, très répandue, Dans le très monde. connue par les adolescents aujourd'hui. Donc, c'est une expression profonde de l'idolâtrie de l'image qui vit la société en Corée. Et en fait, ça a été exporté à d'autres sociétés dans lesquelles cette idolâtrie, ce culte de l'image n'était pas aussi élevé. Donc aujourd'hui, les adolescents, ils essayent de ressembler à ces histoires de K-pop. Sauf que eux, ils sont tous, pour la plupart en tout cas, sont opérés, ils sont maquillés, ils vivent une image, ils donnent une image qui n'est pas une image réelle. Et ces adolescents, ils essaient à tout prix de rentrer dans ces cases, qui sont complètement artificielles, hein, parce que si on voit en fin de compte, ça n'existait pas. Mais dans la vraie vie, les adolescents essaient de rentrer dedans et ça va les pousser au conflit. Donc pour le deuxième commentaire, c'est Maggie qui disait que quand elle était jeune, elle avait eu un début de boulimie parce elle aimait beaucoup manger quand elle était jeune. Et que malgré ça, bah, elle a eu des amis qui étaient là pour la soutenir, pour lui remonter son autoestime.
et que, bah, en fait, elle se rendait compte que ces amies-là, elles étaient très jolies, mais qu'elles se maquillaient énormément. Mhm. Du coup, la question, c'était, bah, est-ce que le maquillage est bien ou pas? Oui. En fait, et ce que j'ai répondu, je le répète maintenant, c'est que on n'est pas là. En fait, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou mal. On n'est pas là en autorité morale sur ces choses-là. Mais on essaie d'être factuel, hein. Donc, le maquillage, c'est une forme de masque. C'est que derrière le maquillage se trouve la vraie personne. En fait, votre vrai visage, ce que vous êtes, qui vous êtes quand vous êtes après lever le matin, vous n'avez pas de maquillage sur le visage. C'est ça votre réalité. Et après le maquillage, ça vient remplacer ou compléter l'image mentale que vous avez de vous-même, mais aussi l'image que les autres ont de vous-même. Et on va aborder ce sujet la semaine prochaine. Ça fait partie de la problématique. Mais je suis pas là pour dire que le maquillage est bon ou mauvais. Alors, si on me pose la question d'un point de vue personnel, mon opinion personnelle, et je risque de ne pas être suffisamment factuel, c'est que je considère que le maquillage n'est pas nécessaire pour une personne. Ça ne me dérange pas, hein, que quelqu'un soit maquillé. Chacun il fait selon sa liberté, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que on a eu l'occasion de rencontrer une fille en Israël avec Isabelle. On a habité en Israël. On avait un appartement, on a mis à disposition une chambre en colocation. Et donc il y a deux filles qui sont venues habiter. Il y en avait une qui est toujours très maquillée, très jolie. Elle savait très bien se maquiller, ça aussi, parce qu'il y a des excès, hein. Elle savait très bien se maquiller, maîtriser la chose. Sauf que quand elle s'est levée le matin et qu'elle n'avait pas de maquillage, franchement, je ne la reconnaissais pas, hein. C'était une autre personne. C'était une autre personne. Donc après, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact psychologique? En fait, ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, moi, d'une manière globale, je dis, le maquillage, c'est un masque. Parce que la vraie personne se trouve derrière. Tout simplement. Peu importe le niveau de maquillage. Il y a des personnes qui ont eu des accidents, des choses comme ça. C'est tout à fait légitime de vouloir adoucir, en fait, les marques, les cicatrices. Euh, c'est légitime. Je suis pas là pour dire qui fait quoi, mais bon, globalement, c'est un masque. Chers amis, bon, le temps c'est largement terminé, donc on est parti un peu long sur ce sujet. Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple du tout. C'est un sujet complexe, long à traiter. Donc aujourd'hui, on a fait que l'introduction de ce sujet. On n'a pas vu tous les aspects profonds et spirituels de cette problématique. Mais je vous remercie déjà pour votre attention. Je vous invite la semaine prochaine à suivre le sujet. Merci Itamar qui nous a accompagnés aujourd'hui pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé à l'enregistrement de cette vidéo et qui l'ont enrichi avec ses commentaires. Merci à vous pour votre patience, pour nous suivre. Et je vous invite à nous suivre la semaine prochaine. Et puis, si cette vidéo, elle vous plaît, si vous considérez qu'elle est utile pour vous, pour vos amis, pour votre famille, n'hésitez pas à la partager sans modération. N'hésitez pas à nous donner un like. Surtout, inscrivez-vous à notre chaîne. Ça, c'est un moyen de nous aider, nous soutenir dans notre démarche et nous aider à avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. À bientôt.